et bienvenue sur Congo Mikili et Diaspora Black News. J'ai avec moi aujourd'hui une invitée spéciale, Madame Carole Poirier, députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Bonjour Madame Poirier. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est venu parler un petit peu de votre action en tant que députée d'Hochelaga-Maisonneuve, mais aussi en tant que porte-parole de l'opposition officielle. Je vais refaire un petit peu votre parcours si vous me permettez. Alors, comme je vous disais, vous êtes porte-parole officielle de l'opposition en matière de relations internationales, de francophonie, de conditions féminines et aussi d'habitation depuis le 25 avril 2014, si je ne me trompe pas. Donc ça fait beaucoup, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes aussi donc, députée de Hochelaga-Maisonneuve depuis 2008. Vous avez un gros parcours et un background en administration. Vous avez été attachée politique depuis 1991. Et même, on va repartir encore plus loin, membre du conseil d'administration du centre communautaire d'Hochelaga-Maisonneuve de 1985 à 2008. Alors ma première question pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené en politique? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer en politique? Eh bien, écoutez, dans les années 80, j'étais très impliquée au niveau bénévole auprès d'un centre communautaire qui est maintenant le centre communautaire Hochelaga. Et j'étais impliquée au niveau du sport pour les jeunes filles. Et j'organisais des événements sportifs à caractère provincial, au niveau québécois. Et la députée locale, Mme Louise Arel d'Hochelaga-Maisonneuve, a vu en moi des talents d'organisatrice et j'étais déjà militante du Parti québécois et m'a offert de faire partie de son équipe. Et c'est comme ça que je suis arrivée en politique, comme attachée politique au tout début et après ça comme directrice de cabinet de 4 cabinets ministériels. D'accord. Alors comme je disais tout à l'heure, vous êtes porte-parole officielle en matière de relations internationales, de francophonie, de la condition féminine et d'habitation. C'est beaucoup. Pourquoi ces spécialités, si je peux vous demander? Bien, je vous dirais, relations internationales, c'est un défi. Alors, pour moi, ça, c'est un vrai défi que le chef par intérim du Parti québécois m'a lancé en avril 2014, après l'élection. Conditions féminines, j'avais déjà été porte-parole en conditions féminines. J'avais été aussi au cabinet à l'époque de la ministre de la Condition féminine. Et je vais vous dire que c'est un des dossiers qui me passionne le plus parce qu'il y a tant à faire. On parle souvent d'égalité entre les hommes et les femmes, mais on est loin encore de cette égalité. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Et habitation, c'est un dossier pour lequel aussi j'ai des compétences, je vous dirais, particulières, au fait que j'ai beaucoup participé à l'époque où j'étais au cabinet de la ministre des Affaires municipales, qui est responsable de l'habitation. Donc, j'ai participé à l'élaboration de plusieurs programmes pour l'accès au logement social. D'accord, ça fait beaucoup, mais en tout cas, tout s'explique en fait. Alors, vous parliez justement de conditions féminines. Dernièrement, on a pu vous voir aborder le sujet des violences et de la condition féminine au Congo. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, pour nous parler un petit peu de cette motion. Alors, vous avez proposé une motion devant le Parlement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le contenu de cette motion? Écoutez, j'ai été sensibilisée par des membres de la communauté congolaise à Québec lors justement d'une vigie devant le Parlement pour Raïf Badawi. Alors, je suis très sensible aux causes dans les pays étrangers, mais tout particulièrement les causes qui touchent la sécurité des femmes. Et la communauté m'a sensibilisée au sort des femmes. On parle de 48 femmes à l'heure violées. Alors, pour moi, ça, c'est inadmissible, tout simplement. Alors, j'ai tout simplement fait en sorte que l'on puisse sensibiliser les membres du Parlement. Ce groupe de la communauté congolaise ont rencontré l'ensemble des partis. On s'est mis d'accord, tout le monde ensemble, pour faire adopter cette motion, qui est une motion assez forte et qui demande des actions en tant que telles. Et jamais je ne laisserai passer une cause qui met en cause la sécurité des femmes. D'accord. Alors, on va regarder juste un petit extrait de cette motion, puis on revient tout de suite. Maintenant, à un membre du groupe formant l'opposition officielle pour la présentation de sa motion sans préavis que je voudrais entendre. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Alors, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre des Relations internationales, la députée de Montarville et la députée de Gouin, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale dénonce les violences et exactions dont sont victimes des centaines de civils innocents, ainsi que les viols et les mutilations génitales commis à l'endroit des femmes et des filles à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'elle enjoigne les gouvernements québécois et canadiens, ainsi que la communauté internationale, à se mobiliser davantage afin de faire cesser ces violations répétées des droits de la personne et de porter secours aux populations déplacées et en danger.
Quand vous parlez d'un besoin d'une plus grande mobilisation à la fois du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, mais aussi de la communauté internationale, qu'est-ce que vous attendez exactement? Bien, écoutez, je m'attends à rien de moins que des actions en tant que telles. Je pense qu'on ne peut pas laisser aller les choses comme ça. On a des responsabilités de droits humains, de communauté, de vivre ensemble partout. Et je pense que le Canada a déjà fait des gestes, mais il se doit de continuer. Il y a déjà des sommes qui ont été investies pour, entre autres, le viol des femmes là-bas. On parle beaucoup de problèmes de santé mentale. Il y a de l'investissement à faire pour assurer des soins. On ne peut pas vivre des drames comme ça sans choc post-traumatique. Alors, il faut que la communauté internationale agisse. Et il faut qu'il y ait des actions prises. Donc agir, ce serait comme débloquer plus de fonds, finalement? Finalement, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut intervenir pour assurer la sécurité et la santé des personnes. D'accord. Alors, on a parlé de cette cause-là, mais pourquoi cette cause en particulier? Il y en a beaucoup. En plus, on a vu que vous avez quand même beaucoup de spécialités. Pourquoi cette cause vous a touché particulièrement? À partir du moment où il y a des femmes en jeu, pour moi, ça devient une cause. À l'époque, il y a même un an, j'ai déposé une motion quand les filles du Nigeria ont été enlevées, les 200 jeunes filles, par Boko Haram. Alors, je me suis impliquée là-dedans. Alors, à partir du moment où je peux combiner mon dossier conditions féminines et le dossier relations internationales, pour moi, là, il y a une combinaison gagnante. Et je propose à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, une motion pour qu'on puisse prendre tous ensemble conscience. Vous savez, il n'y a rien de mieux que de faire prendre conscience aux gens des réalités qui existent ailleurs. Et tout ce qui est les violences faites aux femmes me préoccupe énormément. D'accord, on a vu que dernièrement, vous me parliez tout à l'heure, un petit peu plus tôt, avant qu'on commence cette entrevue, d'une rencontre à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Bien, écoutez, la semaine passée, il y avait la rencontre à l'UNESCO pour discuter, c'était le 10e anniversaire de la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Alors, cette convention-là, signée par 139 pays maintenant, est une initiative du Québec en tant que telle. Et cette dynamique qu'il faut installer de protection de nos cultures, elle est importante. Que ce soit la culture de langue parlée. Il y a des langues qui ne se parlent plus parce que les grandes langues émergentes prennent toute la place. Moi, je pense qu'il faut préserver chacun sa culture. C'est pas parce qu'on émigre dans un autre pays que l'on doit perdre son identité. Et si, comme Québécois, nous, on ne défend pas ça, je ne sais pas ce qu'on va défendre, c'est ce qu'on protège le plus, notre culture au Québec, notre langue. Nous sommes dans une mer d'Amérique parlant anglais. Alors, on est là à défendre, nous, notre langue. Alors, il faut appuyer aussi les autres cultures à défendre la leur et défendre aussi les produits culturels. Et à l'heure du numérique, tout ça est remis en question. D'accord, mais en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. On a vu également, on va parler un petit peu plus maintenant de votre action locale. On a vu que vous étiez depuis 1985 impliqué dans la vie communautaire, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Quelle est votre application actuelle en tant que femme politique? Écoutez, j'investis beaucoup de mon action politique à faire en sorte que Hochelaga-Maisonneuve demeure un quartier très vivant. C'est un quartier, on se l'est dit, c'est un ancien quartier ouvrier. Moi, je suis native d'Hochelaga-Maisonneuve, alors j'y habite encore et j'ai vu ce quartier-là se modifier. Alors moi, dans ma jeunesse, le quartier était très florissant. Les gens travaillaient, il y avait des ouvriers. Moi, les hommes qui partaient avec leur boîte à lunch et qui allaient travailler dans les shoppingus sur la rue Rachel, c'était 4000 travailleurs qui entraient tous les matins sur un plan de travail. Et tout ça a fermé dans les années 80-90. Et là, on a connu, je vous dirais, presque une descente aux enfers parce que les gens ont perdu leur travail. Alors, perdre son travail avec peu de qualifications, c'est ce que ça donne, c'est la misère. Alors, ce quartier-là, actuellement, il est à reprendre son souffle. Depuis les années 2000, il y a des investissements qui ont été faits, il y a des gestes qui ont été faits, il y a aussi, je dirais, de la revitalisation urbaine qui a été faite. Il y a une grande entreprise du quartier qui a quitté au centre du quartier qui nous a permis la construction de 500 nouveaux logements. Il y a des centaines de logements sociaux qui ont été construits. Alors, cette mobilisation, bien, moi, je suis un peu la personne qui s'organise pour que n'arrête pas cette mobilisation-là et que l'on continue à avoir des projets intéressants pour la population locale.
Et en parlant de mobilisation, justement, j'ai vu aussi une vidéo sur votre page YouTube qui expliquait qu'il était un petit peu un appel contre l'austérité dans votre quartier. C'est bien ça? Exactement. Exactement. La table de quartier qui sont des acteurs communautaires, la population s'est mobilisée et m'ont déposé récemment une liste de revendications en lien avec l'austérité. Et là, on touche tous les plans. Que ce soit les soins à domicile pour les personnes âgées, que l'on regarde au niveau de l'investissement en logement social. Le gouvernement vient d'annoncer cette année dans son budget une diminution de 50 du nombre de logements sociaux en développement. Alors ça, pour nous, c'est dramatique pour un quartier comme le nôtre. Il y a des projets qui sont en cours, des projets qui risquent à terme de ne pas voir le jour à cause de décisions comme cela. Alors, pour nous, c'est important et moi, je suis le porte-parole de cette population-là et je vais continuer à défendre ce genre de dossiers parce qu'ils sont importants pour ma population. D'accord. Vous avez aussi dans votre population, puisque vous en parlez, beaucoup de personnes issues de la diaspora noire. Quelles sont les actions en fait dont vous pouvez parler, que vous mettez en place pour bien intégrer ces personnes-là au sein de votre communauté? Je vais vous dire que dans Hochelaga-Maisonneuve, je pense qu'on ne regarde pas tellement la couleur des gens. Je ne sens jamais ce discours-là, communauté noire, communauté blanche, ça n'existe pas. Il y a une communauté qui s'appelle Hochelaga-Maisonneuve qui vit ensemble, qui vit très bien ensemble. Une grande majorité d'ailleurs des commerçants sont de couleur noire. Et tout le monde magasine dans les mêmes magasins. Alors, il n'y a pas de distinction pour nous. Il y a une communauté mobilisée à son développement, à faire en sorte d'avoir aussi un quartier vivant. Quand je parle d'un quartier vivant, ça veut dire avoir des places publiques qui rayonnent, avoir une offre culturelle à offrir. Il y a dans les prochaines semaines un festival qui s'ouvre à la Maison de la Culture qui s'appelle Zone Oma, qui est un festival extraordinaire de culture émergente. Et là, il y a le monde qui s'ouvre à nous dans notre quartier et qui nous offre cette offre culturelle-là. Alors, tous les soirs, durant tout l'été, à la Maison de la Culture, il y a des spectacles à très, 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 très bas prix. Dans la même soirée, on peut avoir droit à 3 spectacles, mais de compositions totalement différentes. Il peut y avoir une prestation musicale, une prestation théâtrale et après ça, une prestation de danse. 3 communautés différentes. Mais des gens qui sont des Québécois d'origine ou des Québécois d'adoption et qui sont là à nous offrir d'une façon très généreuse une découverte à leur culture. Alors, c'est ça, Hochelaga-Maisonneuve. C'est un monde très ouvert, c'est une offre culturelle pour nous mettre en communication et c'est ça qu'on aime. D'accord. Et donc Hochelaga-Maisonneuve, c'est aussi, donc c'est une circonscription provinciale, mais c'était aussi une circonscription fédérale. Comment vous travaillez avec votre collègue Marjolaine Boutin-Sweet, qui est donc l'élue NPD côté fédéral dans sa circonscription? Comment vous travaillez avec elle pour justement mettre en place tout ce dont on a parlé, pour vraiment faire améliorer cette communauté d'Hochelaga-Maisonneuve? Bien, on travaille ensemble sur plusieurs dossiers parce que nous sommes 2 élus responsables et on a à représenter nos... il est sûr que sur certains points, par contre, on ne s'entend pas. Moi, je suis une députée du Parti québécois. Alors, moi, je suis pour l'indépendance du Québec. Elle est une députée du NPD. Elle est pour la grande réunification du Canada avec le Québec dedans. Ça a un impact sur Hochelaga-Maisonneuve, ce genre de position? Ben, oui, parce que Hochelaga-Maisonneuve est un quartier souverainiste depuis 1970, mais c'est un quartier aussi qui a une tendance plus à gauche, donc c'est ce qui a rejoint les gens vers le NPD. Mais il y aura une élection dans les prochains mois. Et écoutez, moi, c'est très clair que je vais appuyer le candidat du Bloc québécois dans cette élection-là. Et moi, je suis pour l'indépendance du Québec et je vais continuer à y travailler. D'accord, donc vous rejoignez en fait ma question suivante qui était justement, donc les élections fédérales s'en viennent bientôt. On parle donc d'une date fixée par la loi le 19 octobre qui risque d'être changée encore, excusez-moi. Comment vous préparez, vous, ces élections-là? Donc vous soutenez vraiment votre candidat? Oui, tout à fait. Vous allez partir en campagne pour lui? Exactement. Moi, c'est déjà commencé. Alors, on était la semaine passée sur la vente à Ontario. Il y avait la vente de la rentrée pour l'été. Et on partageait ensemble. Et puis, moi, je l'introduis auprès des citoyens. Et puis, je travaille avec lui parce que nous avons un grand projet. Vous savez, se donner un pays, c'est un projet extraordinaire. Et
Moi, ce que je veux, c'est que le Québec se donne ce rêve-là d'avoir son propre pays, de dessiner comment on veut vivre dans ce Québec-là. On a un territoire immense, des richesses naturelles, l'autonomie financière du Québec, elle est là. On a juste besoin d'avoir la volonté de le faire. Alors, plus nous serons à parler d'un Québec indépendant, plus on pourra y arriver. Alors, je vais quand même vous poser la question, même si, d'après ce que vous venez de me dire, vous parlez d'élections fédérales, ça va peut-être vous paraître un peu choquant, mais justement, vous, le fédéral, ça ne vous a jamais intéressé? Pas du tout. Pas du tout. Moi, ça m'intéresse pas. Non, pas du tout. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler moi, je suis venue en politique pour changer les choses. Quand on va en politique, c'est pour changer les choses. Et à mon avis, au niveau de ce que je veux changer, c'est vraiment au niveau du gouvernement québécois. Le palier fédéral, il est nécessaire d'avoir des représentants, mais je laisse ça à d'autres. D'accord. Alors, on arrive un petit peu à la fin de notre entrevue. Un dernier mot pour la communauté congolaise, la communauté noire en général. Je sais que vous avez été très proche de la communauté congolaise de Québec. Un dernier mot pour eux qui vous écoutent aujourd'hui. Écoutez, je pense que les droits humains, les droits et libertés, c'est ce qui est le plus important. On doit absolument se battre tous ensemble pour assurer la sécurité des femmes. C'est toujours ça qui est ma préoccupation. Violer une femme pour faire une arme de guerre, ce n'est pas admissible. Et moi, je suis de tout cœur avec tous ceux qui voudront se battre à faire en sorte que les droits humains soient respectés partout, partout sur la Terre. Écoutez, c'est une bonne façon de conclure, je pense, cette entrevue. Merci encore, Madame Poirier, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, au plaisir de vous avoir de nouveau parmi nous sur ce plateau. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci d'avoir regardé Congo Mikili et Diaspora Black News. À très bientôt.